Il y a 150 millions d'années, les oiseaux entraient en scène. Ils maîtrisent depuis lors les rôles les plus extrêmes. Ils bravent la pesanteur. Certains pratiquent le vol stationnaire. D'autres parcourent sans se poser des milliers de kilomètres par-dessus les mers et les continents. Quelques espèces préfèrent la marche. Les oiseaux se sentent bien partout, sur Terre, dans les airs et même dans l'eau. Les dernières découvertes montrent que les têtes de linottes ne sont pas aussi vides que l'on croit. Leur cerveau est une machine d'une intelligence exceptionnelle. Les Nestorchea aiment l'aventure. Ces perroquets de Nouvelle-Zélande explorent sans relâche leur univers pour découvrir ce qu'ils cachent. Les haras viennent à bout de puzzles de couleurs du niveau d'un enfant de 2 ans et demi. Les vautours percnoptères utilisent des pierres comme outils. Betty, la corneille, courbe l'extrémité d'un fil de fer pour en faire un crochet. Des congénères à l'état sauvage font appel à des techniques plus élaborées. Elles exploitent même un dispositif aérien pour faire éclater les noix les plus coriaces. Les oiseaux font preuve d'intelligence avec la technique. Sont-ils aussi astucieux dans leur rapport avec leurs partenaires et les rivaux? Le désert du Negev, en Israël. Très sec et très aride, il abrite quantité d'animaux. À peine éveillé, ce renard du désert détecte un mouvement au bord de la falaise. Ronnie Ostrayer cherche ses sujets d'observation. Zoologiste à l'université de Tel Aviv, il étudie depuis des années la vie des cratéropes écaillés. La sentinelle du clan scrute les alentours. Pendant que les autres se nourrissent, il fouille le sol en quête de graines et d'insectes. Il jase sans cesse, se lançant de petits cris de contact. Ce sont des oiseaux grégaires. Ils entreprennent absolument tout en groupe. Il fait de plus en plus chaud. Ronnie sait comment s'attirer leur sympathie. Il leur offre un bain matinal, en groupe, bien entendu. L'eau semble un prétexte pour se frictionner, batifoler, se blottir. Les cratéropes écaillés forment une communauté très soudée. Le nettoyage et le séchage se font également à plusieurs. C'est tellement plus commode. Et ça renforce les liens. Un pour tous, tous pour un. C'est ainsi que les cratéropes écaillés survivent dans cette région désertique. La sentinelle est très vigilante. Danger dans le ciel, tout le monde aux abris. La sentinelle plonge à son tour dans les fourrés. Les oisillons font aussi l'objet d'une attention collective. Les adultes se relaient pour la surveillance et les soins apportés aux petits. Tout ce qui est comestible ne convient pas aux oisillons. Le scorpion n'est pas une proie facile. Les courageux qui parviennent à briser cette queue pourvue d'un aiguillon mortel jouissent d'une grande considération au sein de la communauté de cratéropes.
la reproduction est réservée aux couples dominants du clan. Mais les oisillons sont soignés par tous les adultes. Une stratégie judicieuse pour les conditions de vie austères en zone désertique. Un importun s'aventure dans le territoire des cratéropes écaillés. Alerte aux serpents. Cette espèce grimpe aux arbres pour se nourrir des œufs et des oisillons. Que faire? La seule chance pour repousser l'intrus, agir de concert. Les uns sautillent devant le nez du serpent, les autres le contournent pour lui picorer la queue. La répartition des rôles est parfaite. Alternance de provocation et d'attaque. L'union fait la force. Le serpent la prend à ses dépens et bat en retraite. Le danger a été écarté. Encore une excellente occasion de se frotter les uns contre les autres, histoire d'entretenir les liens. La vie communautaire offre des avantages quand on comprend ce que font les congénères. Un cas célèbre en Angleterre dans les années 30. À l'époque, pour comprimer les coups, les laitiers remplacent le bouchon des bouteilles par une capsule d'aluminium. Les mésanges ne mettent pas longtemps à en tirer profit. Certaines inventent la mise en perce pour déguster la crème. D'autres, ayant observé la scène, en prennent de la graine. La découverte se répand comme une traînée de poudre à travers la Grande-Bretagne. Comme si ça ne suffisait pas, les laitiers munissent le lait de première qualité d'une capsule dorée. Les mésanges les plus délurés découvrent sa saveur supérieure et dédaignent les bouteilles à capsule argentée. Sous l'or se cache une crème plus onctueuse. Comme précédemment, le nouveau truc est imité par toutes les mésanges du royaume. Grâce à leur faculté à imiter, les mésanges britanniques ont connu une période d'abondance. Jusqu'au jour où l'aluminium a été remplacé par un matériau plus résistant. Quittons les mésanges pour une petite visite au pensionnaire de l'Institut Konrad à Grünau, en Autriche. Les grands corbeaux sont très intelligents. Dans quelle mesure sont-ils capables d'observer et de reproduire un comportement? Comment tester cette faculté de façon scientifique? Gudrun Kabischler aime qu'on l'appelle « Maman Corbeau ». Elle adore ses pensionnaires et ne se lasse pas de les étudier. Gudrun a mis au point un test. Ces corbeaux sont friands de bonbons au chocolat, comme le démontre Moonin, marqué de rouge. Ils tournent la bouteille jusqu'à ce qu'un des bonbons s'échappe. Il agit sans méthode et se complique la tâche. Le congénère dans la cage d'à côté a mis au point un système bien plus efficace. Hugin porte une marque bleue. Il prend la bouteille par le goulot et engloutit les chocolats. Cul sec. Une petite rasade d'eau et il remet ça. Les bonbons au chocolat glissent dans le gosier. Moonin le rouge semble impressionné. Il observe la scène à travers le grillage de la cage. A-t-il compris l'astuce? Saura-t-il l'imiter? Saura-t-il l'exécuter? Gudrun veut en avoir le cœur net. Sans hésiter, cul sec. Copier autrui pallie l'inexpérience.
Les corvidés apprennent en s'observant les uns les autres. Une espèce vivant dans les forêts de Nouvelle-Calédonie possède ainsi la plus haute maîtrise d'outillage du règne animal. Les corneilles du cru font preuve d'une ingéniosité fabuleuse. Un tronc regorge de chenilles bien dodues, mais hors d'atteinte de leur bec. Les chercheurs néo-zélandais sont stupéfaits. Ces corneilles capturent tout ce qu'elles convoitent. Cette corneille sélectionne une tige idéale dont elle élimine la feuille. Elle courbe légèrement l'extrémité et s'en va à la pêche aux chenilles. Elle taquine la chenille jusqu'à ce que cette dernière morde dans la tige. Extraction ferme mais sans à-coups. Bonne pêche. Ces feuilles, armées d'épines, sont utilisées pour d'autres outils. Encore faut-il savoir comment tailler une languette. Il faut aussi la tenir de telle façon que les épines soient pointées vers le haut. Cet outil sert à extraire des proies qui ne mordent pas. Si cette maîtrise des outils est si bien ancrée dans l'espèce, c'est que les jeunes corneilles, comme celle-ci, passent leur temps à observer leurs aînés. Maman tente d'attraper un joli morceau de viande. L'outil à hameçon est très intéressant. Surtout ce qui est accroché à son extrémité. Les outils facilitent la vie. La jeune corneille l'apprend très vite. Elle s'y essaie elle-même. Elle se montre si maladroite que sa maman lui reprend l'outil pour lui montrer comment procéder. La jeune corneille reprend l'initiative. Va-t-elle réussir? La chance du débutant lui sourit. Ce coup de bol ne l'épate même pas. L'intelligence des corvidés, en particulier celle des corneilles de Nouvelle-Calédonie, dépasse de loin ce qu'on prêtait au cerveau des oiseaux. Une véritable énigme pour la science. Le professeur Günther Kuhn de l'université de la Ruhr à Bochum étudie la structure cérébrale des pies, autre espèce de corvidés. Il s'agit d'un très petit cerveau comparé à celui de l'être humain. Mais il ne faut pas oublier que la pie est beaucoup plus petite que l'homme. Quand on calcule les proportions par rapport au corps, le cerveau des pies est aussi gros que celui des mammifères les plus intelligents. Ces deux cerveaux se sont développés séparément depuis 280 millions d'années. Leur ancêtre commun date de cette époque, c'est-à-dire bien avant la période des dinosaures. Conséquence, ces deux cerveaux ont des différences au niveau de leur structure. Nous voyons ici le cerveau humain et le cerveau d'un oiseau projetés à la même échelle. Leur aspect externe est déjà très différent. Mais la différence est encore plus prononcée lorsqu'on observe leur structure interne. Les zones vertes représentent le cortex cérébral, siège des fonctions élaborées comme l'intelligence et la cognition. Chez les oiseaux, cette région étant très restreinte, on supposait qu'ils étaient moins intelligents. Deuxième grande différence, cette région violette.
Chez nous, elle correspond aux noyaux gris centraux qui participent au contrôle de la motricité et à des comportements instinctifs. Cette région est fortement développée chez les oiseaux. C'est pourquoi on a longtemps cru que les oiseaux étaient uniquement capables d'agir instinctivement et qu'ils ne devaient pas être très intelligents. La plupart des oiseaux échappent totalement à ce jugement, comme les manchots par exemple. Ce groupe vient de repérer un banc de sardines. Il faut faire vite, car d'autres prédateurs ne tardent pas à surgir. Chaque assaut des requins réduit la nuée de sardines. Les manchots se contenteront des restes. Mais pour en profiter, il faut d'abord empêcher le banc de gagner les profondeurs et de leur échapper. Les manchots lancent une action concertée en passant à tour de rôle sous le banc pour le maintenir près de la surface. D'autres gravitent autour pour que le banc reste compact. Le travail d'équipe durant la partie de pêche à la sardine témoigne de l'intelligence des manchots. Et eux, les Nestorchea de l'Institut zoologique de l'Université de Vienne. Comment gèrent-ils la coopération, le travail d'équipe? Les perroquets des montagnes tripotent tout ce qui peut se tripoter. Ce sont les techniciens hors pair du monde des oiseaux. Ici, ils se disputent une corde. Question. Ces perroquets maîtrisent-ils un véritable travail d'équipe? Un système de nourrissage automatique doit fournir la réponse. Sans collaboration, disette garantie. Ira Federspiel prépare un des mets préférés d'IKEA, des morceaux de beurre. Ils en raffolent tellement qu'ils feront tout pour les obtenir. Il découvre rapidement le système d'ouverture de la boîte au trésor. Sauf que le couvercle retombe immanquablement. Zepperl a une idée. Il maintient le bras baissé. La voie est libre. Mais pas pour lui. Seuls les copains se régalent. L'un d'eux doit tenir le bras. Zepperl semble le seul à l'avoir compris. Il est à nouveau le dindon de la farce. Pas de récompense, pas d'échange de rôle. Intelligence sociale insuffisante. La convoitise empêche le travail d'équipe. Je laisse tomber. Les chercheurs offrent une autre solution. Un cube de bois pouvant servir de contrepoids. Les IKEA démontrent une fois de plus leur haute technicité. La technique leur est plus naturelle que le travail d'équipe. Guère étonnant. Durant leur plus jeune âge, les enfants éprouvent également du mal à collaborer. Dans une école maternelle à Fribourg, en Allemagne, but du jeu, recouvrir la table de la nappe, rien de plus. La tâche est simple, mais elle exige de coopérer. Voilà bien le problème.
Dresser la table exige un travail d'équipe. Les enfants de moins de 3 ans ne savent pas s'y soumettre. La cohabitation implique de communiquer. Certains oiseaux apprivoisés sont capables de reproduire des bribes de notre langage. Sag mal hallo. Hallo. Sag mal hallo, ja? Rien de transcendant sur un plan rhétorique. Mais les oiseaux semblent prendre plaisir à répéter des mots. Schmeckt gut? Ein lecker, lecker, lecker? Lecker, lecker, lecker? Et surtout, à seriner des airs de musique. À quoi sert ce talent d'imitateur? Qu'apporte-t-il dans la nature? Le chant élaboré du ménure ou oiseau-lyre est constitué d'éléments empruntés à d'autres espèces. Les femelles apprécient, tout autant que leur pas de danse. Ce mâle imite un kookaburra ou martin-pêcheur géant. Un martin-pêcheur tend même l'oreille et lui répond. L'oiseau-lyre trompe aussi quelques touristes de passage. Un système d'alarme. Une scie de bûcheron. Il sonorise la forêt à gorge déployée, juste pour séduire une femelle. Chez les perroquets jacos, le don des langues est dédié au service des relations intimes. Chaque couple développe son langage propre de cris et d'appels. Ce dialecte intime est sans doute favorisé par le fait que les couples se forment pour la vie. Ce perroquet jaco est particulièrement doué. Alex ne se contente pas de répéter, il comprend ce qu'il dit. Irene Pepperberg est très fière de son protégé. Cela fait des années qu'il épate les scientifiques. Par exemple, il sait que c'est une pelote de laine. Quelle matière? Bien, mon garçon. Quelle matière? Du papier, très bien. C'est quoi? C'est quoi? Bien, mon garçon. Le perroquet reçoit en récompense les félicitations et une noisette. Qu'est-ce qui distingue ces deux clés? Bien. La couleur. Récompense, une pause ponctuée d'une douche rafraîchissante. Il y a combien de cubes verts? Combien de cubes verts? Combien de cubes verts? Alex doit distinguer la couleur, la forme et le nombre, ce qui fait beaucoup à la fois. Non, pas 4. Combien de cubes verts? Essaie encore une fois. Combien de cubes verts? 5, correct. Y a-t-il un truc? Ou bien Alex est-il réellement compté? Nous proposons un test. Nous offrons nos dernières pièces de monnaie. Alex n'en a jamais vu. Combien y en a-t-il? Alors, combien y en a-t-il? Très bien, bravo. 3. Le compte est bon. Une raison de plus de réévaluer le cerveau des oiseaux. Aujourd'hui, nous savons que nous nous sommes trompés. Notre conception de la structure du cerveau antérieur des oiseaux a changé. La région violette qui gère les comportements instinctifs est en réalité bien plus petite. Dans cette grande région en vert du cerveau antérieur des oiseaux, nous retrouvons les neurones qui peuplent le cortex cérébral de l'être humain. Cela signifie que la partie du cerveau antérieur des oiseaux, dévolue aux performances cognitives et intelligentes, est plus volumineuse que l'on croyait.
So, Kaspar. Voici un test classique. Les enfants doivent extraire un bonbon d'un tube muni d'un piège, un trou en son milieu. Ce garçonnet aurait dû introduire le poussoir de l'autre côté. Mais les enfants de 3 ans ne comprennent pas encore cette dimension. Pour réussir, il devrait pouvoir anticiper. Or, cette faculté se développe plus tard. Pour ceux qui ont 5 ans, le test se révèle un jeu d'enfant. À cet âge, l'anticipation est acquise. Comment se débrouillent nos cousins les plus proches? Sina, 5 ans également, est une inconditionnelle des friandises. Elle réussit haut la main. La seconde tentative se solde toutefois par un échec. Que faire? L'ourson est tombé dans la trappe. Sina décide d'exploser les limites du test afin de libérer la friandise. Ce démontage n'était pas au programme. Mais Sina ne semble pas disposée à être raisonnable. Elle opère doucement, mais de façon résolue. L'ourson ne lui échappe pas. Voilà pour l'intelligence des êtres humains et des anthropoïdes. Et les oiseaux, soutiennent-ils la comparaison? Visite au zoologiste Alex Vere à l'honorable université d'Oxford. Selon lui, les corneilles de Nouvelle-Calédonie avec lesquelles il expérimente sont capables de tout faire. Elles réussissent même le test du tuyau. Mais pas avec des bonbons ou des sucreries. Alex introduit des verres de farine et des morceaux de viande dans de petits pots. Les participants doivent savoir anticiper pour éviter le trou au milieu du tuyau. Le test peut commencer. Betty ne réfléchit pas longtemps. Elle semble savoir ce qu'elle doit faire. Betty n'utilise pas la technique de la poussée. Sans doute parce qu'elle ne permet pas d'extraire des proies des troncs, mais aussi parce qu'en poussant, les rivales pourraient lui chipper le pot. Le test suivant est plus compliqué. Le pot est posé de l'autre côté du trou. La vitre est sans teint pour ne pas distraire Betty. La corneille commence par inspecter la nouvelle situation avant de se mettre au travail. La situation est délicate. Betty adopte la fuite en avant.
Perdu. Betty tente quelque chose. Mais rien à faire. Betty ne doit pas rester sur cette déception. On lui offre une seconde chance. La même position complexe qu'elle n'a pas su résoudre. Mais Betty ne semble pas avoir retenu la leçon. Elle se met du même côté et adopte la même technique. Elle a réussi pourtant à faire passer le pot au-dessus du trou. Incroyable. Betty a préconçu un plan avant de l'exécuter. Pour le test du tuyau, Betty soutient la comparaison avec les mammifères les plus intelligents. Pour ce qui est des relations avec les congénères, c'est une autre question. Les oiseaux peuvent-ils se mettre à la place de l'autre? Commençons par un test dans la maternelle de Fribourg. Le corbeau et les oursons. Le corbeau a très envie de dévorer les oursons, mais il n'en a pas le droit. Cachons-les vite sous le gobelet bleu. Tu vois, corbeau, les oursons ont disparu. Allons, fiche le camp. Voici maintenant l'étape cruciale. Réfugié derrière la paroi, le corbeau ne peut pas voir que les oursons changent de cache. La petite Sarah Léa saura-t-elle tenir compte de ce que le corbeau ignore? Sous quel gobelet le corbeau va-t-il regarder? Sous le jaune ou sous le bleu? Sous lequel va-t-il regarder? Sous le jaune? Tu es sûr? Sarah Léa ne fait pas encore la différence entre ce qu'elle sait et ce que les autres savent. La capacité à se mettre à la place des autres est une des performances cognitives les plus élevées. Les enfants en sont seulement capables à partir de 4 ou 5 ans. Qu'en est-il des corvidés pour cette aptitude? Thomas Bougnard de l'Institut Konrad Lorenz donne une belle portion de viande à Poldi, le grand corbeau. Et un autre. Ce festin est observé par un rival. Poldi enfouit ce qu'il n'a pas mangé dans un trou. Le rival n'en perd pas une miette. Il sait où est la cache. Le rival en a assez vu. Il descend de son poste d'observation. Son départ n'échappe pas à Poldi. Le champ est libre. Il saisit sa chance et déterre aussitôt le butin qu'il vient d'enfouir. Dans le jabot, et hop, en quête d'une nouvelle cache. Ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le savoir. Poldi semble en être conscient. Son action astucieuse se révèle payante. La porte s'ouvre, son rival surgit. Comme prévu, il se précipite vers la première cache. Mais il reste bredouille. Cambriolage raté. Fin de l'expérience. Poldi ponctue sa victoire d'un joli coup de patte. L'exercice suivant est le nec plus ultra de la performance cérébrale. Se reconnaître dans le miroir. La plupart des animaux échouent, y compris les poissons. Ils prennent leur reflet pour un congénère, un rival. Le poisson pincette jaune adopte aussitôt son attitude la plus menaçante en dressant sa nageoire dorsale. Comment réagissent nos plus proches cousins?
Expérience du miroir avec des chimpanzés apprivoisés du Schwabenpark dans le Württemberg. Le dresseur colle d'abord un point rouge sur le front du chimpanzé lors d'un pseudo-examen des dents. Le singe ignore qu'il est paré d'un point de beauté. Mais la marque se voit dans le miroir. Pourquoi ne l'enlève-t-il pas? Il jette un coup d'œil derrière le miroir. Ensuite, il tâtonne derrière le miroir à la recherche du copain présumé. Il vérifie une nouvelle fois derrière le miroir. Étrange, l'inconnu n'apparaît que dans le miroir. Sixtus décide de l'intimider. Il use de toutes les mimiques et attitudes possibles.